Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Oh, je vous fais une introduction classique, journal télévisé français. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour un nouveau numéro de Green White Checkered. Le talk du sport auto, Laurent-Frédéric Bollet, l'Afterlap. Maxime Potard, Maxou le pilote. Salut Maxime. Salut LFB, bonjour à toutes et à tous, soyons un petit peu plus solennels effectivement pour cette semaine. Ravi de te retrouver, on a beaucoup de choses à aborder cette semaine. Je suis content qu'on va parler enfin ensemble d'une discipline qu'on a laissée de côté depuis trop longtemps, la NASCAR. Ça y est, on a un champion. On va y revenir dans la deuxième partie, donc hâte de parler de tout ça avec toi. Voilà, dans la dernière partie, on passera en revue l'actu du sport auto international, DTM par exemple. La deuxième partie de la NASCAR, bah oui, c'est important évidemment. On est arrivé à la conclusion de cette année 2020 de la Monster Series. Et je te propose d'entamer par la F1, comme d'habitude, après le Grand Prix d'Émilie-Romagne, avant le Grand Prix de Turquie. Il y a des news qui sont tombées. Non, il y a de quoi discuter, Maxime, crois-moi. Et donc, je te propose de brandir le drapeau vert. C'est parti. Voilà, on ouvre la page Formule 1 pour démarrer, bien évidemment, alors que la saison n'est toujours pas terminée, qu'un calendrier a été révélé pour l'année 2021. On va en parler dans quelques instants, Maxime, parce que c'est vrai que c'est important. Mais écoute, je te propose juste de revenir brièvement, quand même, sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, à Imola. Écoute, c'est sûr que ce circuit, on l'aime pas, on va dire ça comme ça, parce qu'avec ce qui s'est passé en 94, il y a toujours un petit côté un peu maudit. Mais j'avoue que quand même, au niveau du tracé pur, moi j'aime bien Imola. Et là, j'ai retrouvé avec plaisir ces Formule 1 modernes qui ont couru sur ce circuit. Est-ce que toi aussi, tu as été un petit peu sensible à cette petite nostalgie quand même, on va dire ça comme ça? Ah, tu n'as pas été le seul, hein. George Russell l'a dit à la radio, hein. Il nous faut plus de circuits comme ça en F1. Bon, c'est pas avec le calendrier qu'on va avoir l'année prochaine que ça ira dans ce sens-là, mais bon, on n'écoute pas trop les pilotes, dommage. Bon, pour ma part, j'étais super content. J'avais pas trop d'appréhension sur le fait que les voitures étaient beaucoup plus larges qu'à l'époque, que ça allait pouvoir passer beaucoup plus vite, même si maintenant il y a des chicanes, mais... C'était vraiment intéressant. C'était un beau Grand Prix. C'était un très beau cadre. Le circuit est modernisé. C'est plus le circuit dont l'image un peu à l'ancienne qu'on a avec nos tristes souvenirs. Donc franchement, un très beau cadre, de très belles photos, des beaux dénivelés. C'était pas Portimao, mais ça a quand même amené une course qui était beaucoup moins soporifique que ce à quoi j'aurais pu espérer. Donc tant mieux, tant mieux. Et est-ce que Imola a gagné son ticket pour l'année prochaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un beau Grand Prix. En tout cas, vraiment très très sympa à suivre. Non, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas ennuyé entre les soucis de Bottas, dont on a bien compris après course qu'ils étaient réels, et que effectivement la pièce qu'il avait embarquée, t'as vu, hein, donc là on comprend que c'était pas simple pour lui. Verstappen qui voit un pneu éclater, c'est vrai que ça arrive rarement, mais c'est arrivé, et sur Verstappen le pauvre qui était sans doute le seul à pouvoir aller rivaliser avec les Mercedes comme d'habitude. La bêtise de Russell, le pauvre. Bon, toi je sais que t'as pas dû apprécier parce que tu l'aimes bien Russell. Oui, j'aime bien. En fait, il fait partie de cette nouvelle génération qui, pour l'instant, souffle le chaud et le froid. Il y a Albon qui est en difficulté, il y a Norris qui est pas mal quand même, et il y a Russell qui, pour moi, est l'espoir qu'il ne faut pas gâcher pour l'instant pour Mercedes. Donc, oui, j'étais un peu triste de le voir faire cette bêtise. Bon, c'est arrivé à Romain Grosjean, c'est arrivé à des centaines de pilotes à travers le monde. Il est le premier à s'en être voulu, et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, on a vu surtout des pilotes venir à son aide. On a vu Hamilton, Grosjean qui sont venus en lui disant c'est pas grave, t'apprends, ça nous est tous arrivé. Et j'ai trouvé une solidarité des pilotes qui est assez rare pour être mentionnée. Donc oui, c'est dommage parce qu'on a l'impression que ce chat noir qui l'empêche d'avoir ses points depuis le début de la saison, il va se le trimballer pendant un bout de temps. Et on a vu des pilotes faire une carrière avec ce chat noir. On pense à Jean Alesi qui est l'exemple pour moi le plus concret, mais c'est vrai qu'on a vu des dizaines de pilotes qui n'avaient pas de chance. Bon, Badoer qui peut mettre des points avec la Minardi en 99 en 99 au Grand Prix d'Europe, il les loupe. Voilà, il y a plein de pilotes qui ont eu comme ça cette malchance pendant toute leur carrière. Et j'espère que Russell n'est pas en train de commencer une mentalité qui va, tu sais, la peur de gagner, la peur de réussir. Il ne faut pas qu'il commence là-dedans. Et pourtant, il fait tout pour l'éviter. Mais bon, là, pour l'instant, force est de constater qu'il n'a pas de chance en termes de résultats purs. Donc, une belle connerie, il faut le dire. Mais ça arrive à tout le monde. Et petite parenthèse, parce que j'en ai parlé dans le dernier épisode de l'Afterlab, qui était évidemment consacré à ce Grand Prix. Tu étais peut-être un petit peu jeune, mais je t'assure, je crois que c'est en 2000, Mika Hakkinen, à l'époque, le grand rival de Michael Schumacher, se sort comme un idiot à Monza, à la première chicane. Donc c'est pas derrière un safety car, c'est vraiment l'erreur de pilotage, le tête à queue idiot, la course est pliée, c'est fini pour lui, il abandonne. Et tu connais l'image, donc, t'as vu, il est derrière la glissière, il est à quatre pattes, il a enlevé le casque et il pleure. Ah oui, il pleure et ici. il pleure. Oui, c'est une image comme un enfant, je dirais.
Ouais. C'est vrai que bon, ben, Russell, il n'a pas pleuré comme ça, mais on voyait bien qu'il était vraiment au fond du trou moralement. Bon, allez, fin de la parenthèse. Donc c'est vrai que ce Grand Prix a été plutôt animé, mais ce qu'on retiendra pour une fois, c'est pas une victoire d'Hamilton, même si ça a été le cas, même s'il a encore été aidé par les circonstances. Je dis pas qu'il n'aurait pas gagné par ailleurs, mais la virtual safety car, c'est sûr, elle peut pas mieux tomber pour lui. Donc tant mieux, bravo. Bah, et voilà, mais est-ce que c'est non, attends. Est-ce que c'est pas non, parce que moi j'ai fait des bonds de 15 mètres devant ma télé parce que franchement Hamilton qui se prend un safety car le temps de faire son arrêt. Attends. Non mais c'est exagéré. C'est-à-dire qu'on attend qu'Ocon garde la Renault, il sort, il tire son casque, limite il a le temps d'aller éteindre l'incendie lui-même de son embrayage, je crois, qui était mort, ou de sa boîte de vitesse. Et là, au moment où Hamilton arrive, tiens, un petit virtual safety car qui dure quoi 40 secondes, le temps qu'il rentre. Attends. Je suis pas complotiste dans l'âme, mais là c'est même plus il faut qu'il téléphone à sa copine pour savoir où elle était pendant le Grand Prix parce que c'est aberrant. Moi, supporter un peu de Verstappen pour être impartial, Bottas, j'aurais bien aimé qu'il le gagne parce qu'il a fait encore une fois un week-end parfait jusqu'au moment à trébucher à 5 mètres du buffet comme il fait tous les week-ends. Non, là Hamilton, on parle de la chance du champion, là c'est abusif, c'est pas possible. Enfin, me dis pas que t'as pas pensé quand même un dixième de seconde, pas au complot, mais ah tiens, Hamilton arrive, on va lui mettre un VSC et on l'enlève quand il sort des stands. Je suis désolé, mais c'est trop beau pour être vrai. Ah oui, non, mais ça c'est sûr qu'on aurait voulu le faire exprès. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas fait mieux et il aurait voulu demander que ça se passe comme ça. On n'aurait pas pu faire mieux, effectivement. Non, je veux croire que c'est la chance du champion. On va se rassurer avec ça, mais bon, le doute est permis, hein. Mais quand même. Ah oui, non, mais c'est sûr que ça nous a tué le Grand Prix au niveau suspense parce que là, effectivement, ça pouvait pas être un cadeau plus incroyable. Mais je suis d'accord avec toi, on a tous hurlé. Ah oui, je te confirme, mes voisins l'ont entendu, hein, ça c'est certain, parce que je le vois sortir, je vois plus 5 secondes sur Bottas, je fais non mais il nous a pas fait ça quand même. Ah non, c'était le coup de grâce pour moi de cette saison, cette victoire. En plus, il gagne là où Senna, son idole et tout. Allez, c'est pas comme si on est en finale de Ligue des Champions et qu'on commence déjà à graver le nom du champion sur le trophée avant la fin de la deuxième mi-temps, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'était trop écrit, quoi. Enfin bon, voilà. C'est comme ça. En tout cas, je suis sûr que tous nos auditeurs et spectateurs de Greenway Checker, on ressent un peu la même chose que nous. Bah oui, c'est sûr que là, ça a été un peu tout much. Il fallait le dire. Il fallait le dire. On est d'accord. Non, on l'a tous ressenti, donc on est d'accord. Bon. Mais au final, ce que je voulais dire, c'est qu'on a finalement quand même un peu moins parlé d'une énième victoire de Michael Schumacher. Elle est belle. Elle est belle. Donc maintenant, c'est fait. Il est devant au classement mondial de tous les temps, ça c'est sûr. Là, on a moins parlé de sa nouvelle victoire finalement que du sacre de Mercedes. Et ça me semble relativement légitime. Là, franchement, il fallait bien quand même que Mercedes récupère un peu sa part. Donc, 7e titre consécutif, Mercedes super à l'aise, voilà, là c'est le triomphe de cette organisation allemande, de cette rigueur allemande, de cette technologie allemande, j'ai envie de dire, parce qu'on sait bien que ce moteur hybride, il y a Gerke qui le maîtrise à fond. Mais enfin bon, donc on a encore vécu un record mondial, mon cher Maxime, on a encore vécu une page d'histoire dans l'histoire de la Formule 1, jamais une équipe n'avait gagné 7 titres consécutifs. Alors, est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est lassant ? Ben, le point à soulever, c'est l'intérêt d'un titre constructeur pour le grand public. C'est quelque chose qui est assez paradoxal parce que beaucoup de gens se rappellent des titres de champion du monde pilote. On va dire, ah oui, en telle année, c'est tel pilote qui était champion, telle année, etc. Les plus fans ou les plus intéressés par le sport vont retenir aussi les titres constructeurs. Et c'est vrai que même si Red Bull a dominé, Ferrari, puis McLaren, Lotus et les autres, c'est marquant parce que c'est la première fois qu'on en a 7 consécutifs. C'est assez bluffant, mais est-ce que ça marque plus les esprits ? Je ne sais pas si pour toi c'est aussi impressionnant pour le grand public. Pour nous, oui, parce qu'on se rend compte quand même de la domination d'une équipe, c'est le fait d'avoir de bons pilotes, une bonne stratégie, un bon moteur, une bonne fiabilité. Ça inclut plein d'éléments qui font partie de la course, mais pour le grand public, peut-être un peu moins. C'est juste, lui a été le plus rapide, il a gagné, point. C'est un peu la mentalité Netflix, tu vois. C'est plus du drama, de l'histoire, de la romance. Donc oui, c'est une performance exceptionnelle, unique dans l'histoire, bravo à eux. Est-ce que ça peut continuer au moins l'année prochaine ? Sans doute. Est-ce que dans 2 ans, la réglementation 2022 va redistribuer un peu les cartes ? Peut-être, mais est-ce que ça va déforcer Mercedes ? Si les forces en présence, c'est-à-dire Hamilton, qui est toujours sans contrat à l'heure où on se parle, si Toto Wolff, qui continuerait aussi après 2022,
ça ne bouge pas, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc on peut quasiment en mettre un 8e l'année prochaine parce que je vois mal les choses complètement être bouleversées. Surtout Red Bull qui a des problèmes avec Honda, Renault qui revient mais qui a quand même pas un châssis ni un moteur au niveau de Mercedes, comme tu l'as dit, ils sont parfaits, c'est la rigueur allemande, ils le démontrent encore cette année et je pense qu'on aura de nouveau un exemple l'année prochaine. Et je pense qu'on peut déjà signer, c'est triste, mais pour 8 titres constructeurs l'année prochaine, si Bottas continue à être aussi solide derrière Hamilton. Même s'il a fait quelques couacs, mais globalement le travail est fait, c'est certain. Ouais. Non, mais moi, écoute, à chaque fois, c'est amusant aussi nos petits dialogues parce que on n'est pas la même génération et c'est amusant de comparer. Moi, je fais partie d'une génération où, à l'époque, on va dire, il y avait 2 grandes marques mythiques qui étaient Ferrari et Lotus. On va dire ça comme ça. Et avec McLaren, avec Renault, avec même Ligier, l'aventure Ligier des années 70, Williams aussi, qui n'a cessé de monter en puissance. Moi, j'ai toujours été sensible, avec tous mes collègues journalistes de sport automobile, au titre constructeur et à cette bataille de constructeurs. Bien sûr que les hommes sont primordiaux et qu'un titre de champion du monde humain d'un pilote, on s'en souvient plus, et c'est ça qui fait l'histoire. Mais si les constructeurs, après tout, dépensent des millions de dollars tous les ans, c'est bien pour quand même récupérer un peu justement de la notoriété. C'est aussi un investissement de passion, sans doute industriel aussi, avec des visées marketing, commerciales. Chez Daimler, c'est évident. Mais bon, il n'y a pas non plus un désintérêt évident. C'est évident que c'est une passion totale, un investissement de tous les instants. Ils travaillent comme des malades, faut être honnête, on le sait. Bon. Donc bravo à eux. Moi, un titre constructeur, c'est toujours très important. En tout cas, quand on est journaliste comme toi et moi, spécialiste de sport automobile, évidemment que ça compte. Et ce qu'est en train de faire Mercedes actuellement, c'est extraordinaire. Alors évidemment, c'est répétitif. C'est toujours la même chose. Ça gâche un peu le spectacle, oui. C'est vrai qu'on a envie d'être déjà à 2022, parce qu'on peut penser qu'en 2021, ça va être la même histoire. Bon, mais écoute, on peut pas leur enlever cette couronne, bien sûr que non. On peut pas non plus leur empêcher d'être parfait. La quête ultime de toutes ces équipes et de tous ces humains, c'est d'être parfait et d'avoir un maximum de résultats. Eux les obtiennent, c'est aux autres à faire le travail pour leur empêcher d'y arriver une nouvelle fois. Donc voilà, on peut pas avoir de l'aigreur, de la haine ou de la rancune envers des gens qui font ce pourquoi tout le monde se bat dans le paddock. Donc eux y arrivent, tant mieux pour eux. Maintenant, c'est aux autres à aller tenter de taper à la porte et d'essayer de les embêter. Maintenant, tu parles de marketing, etc. C'est vrai que dans l'histoire, des marques comme Ferrari, je sais que Mercedes en a beaucoup joué aussi au retour de Schumacher en termes de... Enfin, tu parlais de Daimler, le groupe, mais c'est vrai que pour la vente de voitures de route, avec Rosberg et Schumacher, ça a joué. On sait que généralement, les équipes qui ne sont pas des marques, je me rappelle de McLaren qui avait fait ça aussi avec Hamilton et Alonso aussi au milieu donc, des années 2000, la publicité pour les sponsors souvent. Je n'ai pas encore vu pour moi personnellement dans la presse écrite, etc., une publicité avec un Ricciardo au volant d'une Renault. Là où on voit par exemple Raikkonen avec Alfa Romeo, où on voit Hamilton avec Mercedes. Donc ça dépend aussi des intentions de chaque équipe. On sait que Renault va aussi se scinder avec Alpine, donc ça va peut-être perdre un petit peu cette identité voiture de route. Donc voilà, chacun y trouve son compte. Mercedes joue parfaitement le rôle qu'on lui demande, c'est-à-dire être devant, être performant, la rigueur allemande, vendre des bonnes bagnoles, des voitures qui sont solides, sportives, luxueuses, etc. Et leur domination est un argument supplémentaire pour la vente de produits. La preuve en est, si je vais chez mon concessionnaire au coin de la rue, j'ai un Lewis Hamilton en grandeur nature, en carton, tu vois. Mais voilà, c'est peut-être pas la motivation principale, mais c'est indéniablement important dans l'évolution et la présence en sport automobile de ce genre de constructeur. La preuve aussi avec la formule électrique où Mercedes s'implique énormément. Et dans d'autres disciplines, on a le DTM qui a été, on en reparlera, mais qui a présenté aussi une voiture électrique ce week-end à Hockenheim. Donc voilà, la mouvance, elle est là, et le marketing est pleinement à prendre en compte, mais n'est pas la motivation première d'une équipe comme Mercedes, qui est avant tout une marque passionnée de sport auto, comme son histoire peut le prouver tout simplement. Alors Maxime, venons-en à la news, l'annonce vraiment de la semaine. On est certes dans l'avant Grand Prix de Turquie au moment où on se parle, donc écoute, on en reparlera la prochaine fois. Mais là, la grande actu de la semaine en F1, c'est donc l'annonce du calendrier pour 2021 qui a donc été révélé. Ça commencera le 21 mars avec l'Australie, ça se terminera le 5 décembre avec Abu Dhabi. Il y a 23 dates qui sont donc prévues. On retrouve un calendrier classique, tel qu'il aurait dû être en 2020 s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc là, oui, on retrouve les Grands Prix de Monaco, du Canada, le Grand Prix de France, Autriche, Angleterre. Bon, voilà, tout ça, le truc déroulé un peu classique. Toi, je crois que tu as déjà noté forcément la semaine
de fin août, c'est la première semaine de septembre, puisque tu auras le Grand Prix de Belgique le 29 août et le Grand Prix des Pays-Bas le 5 septembre. Donc là, évidemment, tu seras un petit peu sensibilisé, on est bien d'accord. Oui, et petit chiffre aussi intéressant, c'est la première fois depuis, je crois, la saison 88 ou 87, 88, je crois, que le suivi Spa-Monza ou Monza-Spa n'aura pas lieu. Donc on vient nous mettre les Pays-Bas en plein milieu, ce qui, logistiquement pour la F1 avec 23 Grands Prix, n'est pas une mauvaise idée, je trouve. Donc voilà. Après, oui, c'est assez logique, on est d'accord. Et donc ce sera un triple header, comme on dit, trois week-ends de suite, Belgique, Zandvoort et Monza. Alors, quand même, quelques questions se posent. 23 dates. Bon, moi je te le dis franchement, je trouve que c'est trop. Alors là, bien sûr, plus il y a de Grands Prix, plus je suis content. Oui, il y a ça aussi, je suis d'accord. Mais à un moment donné, là, on voit bien qu'on essaye de remplir vraiment les week-ends à fond, qu'on essaye de faire des deals à non plus finir. Bon, moi, je trouve que c'est trop. Oui, voilà, évidemment, quand j'étais jeune, et encore cette année où on était à 16-17, bon, ça suffisait, me semble-t-il. 20, ça me semble être une bonne date, un bon chiffre, effectivement un peu symbolique. Là, 23, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Est-ce que je suis un peu rétrograde quand je te dis ça ou pas? Alors, le problème, c'est que moi, je suis un petit peu un grand enfant, encore, parfois, et c'est vrai que je me dis, plus il y en a, plus je suis content. C'est vrai que maintenant, on connaît le sport, on connaît la logistique, on sait tout ce que ça compose, on sait que c'est des deals qui sont faits parfois sur plusieurs années, des contrats qu'on est obligé d'honorer ou des constructions de circuits. On sait que, bon, bah, le Vietnam... Merci, au revoir, on en reparle dans un instant, mais le fait d'avoir 23 Grands Prix me dérange pas. Moi, ça fait plus de circuits dans le jeu, donc je suis content. Tu vois, moi je pense à ça, tu vois. Je vais voir plus de week-ends de Grands Prix, je vais voir plus de courses, plus de... Voilà. Maintenant, si je prends le problème plus profondément, c'est des problèmes de logistique, c'est des problèmes de contrat, de sponsoring, de mise en avant et de logistique humaine. Et est-ce qu'on a besoin de 23 Grands Prix pour avoir un champion légitime? On pouvait se poser la question cette saison, on allait avoir 11, 12, 13 Grands Prix, et puis on a commencé à étoffer le Grand Prix avec des circuits sortis nulle part, donc Portimao, Imola, on va pas refaire la liste, mais voilà, on a quand même une saison où on a fait un peu d'Asie, un petit peu d'Europe, bon, les États-Unis, je ne sais pas, au revoir, merci cette année, mais peu importe. Mais on a quand même quelque chose où Hamilton, on se dit, bon, il n'a pas eu un titre gratuit en faisant 10 courses en Europe sur des circuits qu'on connaît par cœur. Donc, même s'il n'y a pas eu Monaco, même s'il n'y a pas eu certains grands tracés cette année, on a quand même un championnat qui, pour moi, est validé et valable en termes d'histoire. Maintenant, l'année prochaine, est-ce qu'on est obligé de compenser ça en mettant 23, sachant qu'on va déjà terminer très très tard cette saison par rapport à d'habitude, qu'au début de la saison prochaine, on devrait retourner comme si de rien n'était dans des endroits où le Covid est encore bien présent. Donc est-ce qu'on se dit pas, on en met 23 au risque que 3 à 5 Grands Prix sautent en début de saison pour se donner de la marge, dont une date qui est attribuée à peu près au niveau de l'Espagne. Oui. L'Espagne qui est conservée aussi, ça c'est une surprise. Moi je pensais que Barcelone, merci, au revoir. Après tout ce qu'on a visité cette année en Europe, quelqu'un allait sauter sur l'occasion. Non, l'Espagne est toujours là. Voilà, la perte d'Hanoï, moi je m'en porte pas plus mal parce que ça me rend pas plus excité que ça, un circuit comme ça. Au contraire, je les trouve dangereux. Je trouve que les circuits urbains qui ont su s'adapter comme Singapour aujourd'hui sont bien établis dans l'inconscient collectif, donc ça va. Mais j'ai un peu de mal avec cette course au circuit urbain. On a vu les résultats avec Valence, on voit que ça marche pas forcément très très bien à Singapour pour l'instant. Et on veut nous mettre Hanoï, bah du coup on n'aura pas Hanoï, et on veut nous mettre l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en termes de contrat, Liberty Media qui a repris la main sur Ecclestone, qui aimait beaucoup aller dans des endroits où dans le monde les droits de l'homme sont un petit peu oubliés. Je trouve que voilà, bon, on repart en Turquie, donc c'est peut-être pas le bon exemple cette année aussi, c'est délicat comme sujet, mais voilà, les contrats d'Ecclestone où on allait au Bahreïn, on allait dans des endroits où en Inde, où voilà, c'était très compliqué politiquement. Là, Liberty Media se dit, les gars, l'Arabie Saoudite, il y a un marché là, on va aller se faire un petit peu d'argent et on va aller faire un circuit où, bah, je sais pas, on va demander à Tilke de prendre 2 coups de crayon et d'aller sur Google Maps et de nous tracer un circuit. Voilà, moi le circuit m'a pas l'air plus intéressant qu'un Sochi ou un Singapour. Enfin, pourquoi l'Arabie Saoudite, à part le financier, j'attends tes lumières de spécialiste et là d'homme de métier, parce que donne-moi des raisons, si tu en as déjà, pour justifier l'Arabie Saoudite, parce que c'est vraiment pas nécessaire pour moi. Voilà. Bah écoute, non mais moi non plus, on reste sportif, hein, toi comme moi, donc on va pas lancer des débats politiques. Je ne te cache pas que je ne me réjouis pas que la Formule 1 aille en Turquie, effectivement, ce week-end. Non, ça ne me réjouit pas. Et je dis pas ça parce qu'il y a une crise actuellement entre la France et la Turquie. Je t'aurais dit la même chose bien avant. Je ne me réjouissais pas que le WRC aille en Turquie. Oui. Il se trouve que j'ai un ami qui a été
qui a été en poste à l'ambassade de France en Turquie d'un point de vue culturel, bon, il m'a quand même raconté des choses qui fait qu'effectivement en Turquie en ce moment, bah, je suis désolé, c'est ce qu'on peut appeler nous une dictature. Bon, donc ça ne me plaît pas. Bon, fin de la parenthèse, parce qu'on va pas rentrer dans ce débat. Mais l'Arabie Saoudite, bah, je t'apprends rien en disant que c'est un peu la même impression quand même. Alors tous ces États pétrodollars qui essayent depuis quelque temps de se faire une virginité par le sport, et pourquoi pas, à la rigueur je préfère ça qu'autre chose, oui, sûr. Mais enfin bon, l'Arabie Saoudite, je n'imaginais pas qu'on se précipite pour effectivement aller courir en Arabie Saoudite, j'avoue. Donc, mais regarde, c'est quand même assez bluffant. Regarde, ça fait 1 minute que tu me parles et on essaie de ne pas parler politique et de trouver un argument sportif, mais il n'y a rien. Bah non, là, on n'a rien à dire de sportif sur un Grand Prix comme ça. Qu'est-ce que ça nous apporte en termes de culture? Alors, ok, il faut s'ouvrir à de nouveaux circuits. On l'a fait il y a 30, 40 ans en Hongrie, etc. C'est très bien. Mais culturellement, il n'y a pas de filière. On sait que la Russie, il y avait beaucoup de jeunes pilotes russes. Il y a eu Petrov, il y a eu Mazepin. Il y a plein de pilotes qui sont venus de cette moi, j'appelle ça la filière du gaz hein, en Russie. Ouais. Mais voilà, là, il y avait quand même un intérêt qu'on peut comprendre au niveau économique. Là, d'accord, c'est justifié. Aller dans des grands prix dans des pays qui émergent, d'accord. On essaie de repartir en Afrique du Sud aussi, pourquoi pas. Moi je serais bien. Qui a l'ami, il y a plein de circuits aussi intéressants dans d'autres endroits du globe qu'on n'a pas visités, mais qui ont ou un patrimoine culturel, un patrimoine sportif ou un intérêt économique qui au moins justifie le move. Là, l'Arabie Saoudite, il doit y avoir quelque chose derrière. Il doit y avoir un intérêt de la part de Liberty Media ou des États-Unis. Enfin, j'en sais rien. Ah bah. Mais sportivement, c'est zéro. Non, mais. Il y a déjà forcément des deals économiques qui fait que l'Arabie Saoudite va évidemment payer tout le transport de toutes les équipes, que c'est pratiquement offert sur un plateau, ça je te l'annonce, c'est obligé, c'est évident. Et qu'effectivement, il y a derrière une population avec un pouvoir d'achat pour certains illimité et qui peut-être achèteront plus de Mercedes et plus de Ferrari. Non, mais c'est évident qu'à un moment donné, tout le monde y trouve son compte. Ah, ils vont pas vendre de Renault Zoé, à mon avis. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, voilà, une influence économico-géopolitico qui monte en puissance. Il y avait le Dakar, maintenant il y aura la Formule 1. Bravo à l'Arabie Saoudite qui a fait un chèque de plusieurs milliards sur la table pour s'assurer la F1. Est-ce qu'on en avait besoin? Non. Est-ce qu'on le réclamait? Non. Est-ce qu'on est excité à cette idée? Non. Mais bon, force est de constater qu'on nous l'impose. Bon, écoute, très bien. Mais tu as raison. On fait comme s'il n'y avait rien au niveau pandémie mondiale. Et moi, j'attends de voir comment ça va se passer, effectivement, dans les mois qui viennent. Hein. Bon, voilà. Donc ça, faut voir. Tu as raison. Alors, la dernière question pour cette page, mon cher Maxime, c'est la fameuse date du 25 avril qui a donc été libérée par le Vietnam. Alors, moi, je pensais effectivement que c'était une raison un peu, justement, un peu de santé ou d'inquiétude, mais pas du tout. Hein. C'est plutôt politique. Hein. Tu as vu, il y a des dissensions au Vietnam et entre les autorités d'Hanoï ou de l'État, manifestement, ça se passe pas bien et donc le Grand Prix a un manque d'assurance, en fait, d'être organisé véritablement. Donc, la Liberty Media a carrément préféré l'enlever. Donc, il reste une date à pourvoir, une 23e, j'ai envie de dire, le 25 avril, à la place d'Hanoï. Alors, est-ce que tu aurais un petit vote à exprimer? C'est un peu le jeu qu'on va s'offrir aujourd'hui. Voilà, il faut que tu choisisses un circuit, un Grand Prix qui va venir occuper la place du 25 avril. Je te dirai mon vote dans quelques instants, mais je te laisse commencer. Tu votes pour qui? Tu votes pour quel pays ou quel circuit? Alors, de but en blanc, si je pense sportivement, au niveau d'intérêt, pour l'amour du sport, je dirais le Mugello, parce que c'était une des plus belles courses extra-sportives qu'on a eu cette année, ou Portimao, parmi ce qu'on a expérimenté. Par contre, si je réfléchis un petit peu plus loin, je me dis, tiens, Mercedes veut vendre des voitures, ils sont champions du monde, pourquoi pas un Grand Prix en Allemagne? Pourquoi pas retourner à l'Eiffel, où ça s'est super bien passé, où on a eu du public, et où les audiences étaient plutôt correctes. Et le spectacle n'était pas non plus ultra chiant, on a quand même eu une course sympa en Allemagne, c'était pas la plus belle, mais quand même. Donc moi je me dis que la F1 aurait peut-être tout intérêt à négocier avec le Nürburgring quelque chose pour retourner en Allemagne, pour le bien de Mercedes, pour un éventuel 8e titre. Voilà, ça c'est pour moi la réponse. Pas de la passion, mais plus de la logique et de la simplicité, parce qu'après, au niveau logistique aussi, parce qu'avec l'Espagne et tout, c'est pas trop compliqué. Je nous vois mal repartir en Asie, faire revenir la Turquie, pense pas quand même, ça m'étonnerait. Et voilà, dans ce qu'on a expérimenté jusqu'ici, oui, un nouveau Grand Prix au Mugello pourrait être tout aussi intéressant, même si ça reste quand même un circuit technique, ou Portimao, mais c'est vrai, voilà, pour moi la logique, ce serait un Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, qui coûterait pas cher à la F1, qui ferait du bien à Mercedes
et qui satisferait quand même pas mal de fans européens, même si là, l'année prochaine, le calendrier va déjà permettre à beaucoup de monde de balader un petit peu. Et c'est pas loin de chez Verstappen aussi pour les faire attendre jusqu'au Grand Prix des Pays-Bas fin d'année. Voilà. Bah ouais, non, mais écoute, ta réponse est intelligente, elle est pertinente, elle est logique, et bravo. Si, t'as raison. S'il y a un Grand Prix de France, s'il y a un Grand Prix d'Autriche, s'il y a un Grand Prix de Belgique, ah bah oui. C'est vrai que c'est incroyable qu'il n'y ait pas de Grand Prix d'Allemagne. Bon, c'est vrai que c'est une aberration hallucinante avec Mercedes. Donc là, c'est la voie de la raison, si j'ose dire, Maxime. Moi, au vu de ce qu'on a connu cette année et de ces Grands Prix qui ont réussi à s'imposer, et on se dit, il y en a un qui mériterait peut-être de revenir l'année prochaine. Oui, bien sûr, le Mugello, ça nous a tous marqué, ça c'est sûr. Là, ça nous a un peu marqué aussi quand même, mais j'aurais tendance moi à voter Portimao, écoute, parce que le Portugal, c'est quand même un grand pays qui nous a toujours offert des super grands prix. Cette piste, je l'adore, même si elle m'a pas un peu déçu avec la F1, mais bon, je m'attendais peut-être à un peu plus de spectacle, mais le fait est que je trouve qu'elle sort de l'ordinaire, donc oui, allez, j'aurais tendance à te dire, avant le Grand Prix d'Espagne, c'est pas loin, bah oui. Portimao, voilà, c'est ça, Portimao gagnerait le droit d'entamer la saison européenne, et voilà pourquoi pour Portimao, donc je voterai. Ouais, attends, excuse-moi, j'ai tout bougé ma table là, mais bon. Tu n'en peux plus. Mettez Portimao avant qu'LFB détruise son studio, s'il vous plaît. Voilà. On a encore des numéros cette année, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, on va conclure cette page F1. 23 Grands Prix aussi, on espère que si le ratio était pas trop respecté, que Hamilton n'en gagnerait pas 15. Parce que ce serait ça. Alors, je te raconte pas la catastrophe que ça représenterait. Enfin bon, allez, on va s'arrêter là. Maxime, je te propose, sans transition ou presque, d'entamer avec la deuxième partie, la NASCAR, et effectivement le titre de Chase Elliott, c'est le drapeau blanc. White Flag, donc le drapeau blanc, la deuxième partie de l'émission, et là on va vraiment exprimer à fond cette appellation américaine, puisque on va aux États-Unis, la NASCAR. Donc on a été honnête, Maxime, tout au long de nos émissions, on a toujours dit que la saison NASCAR, on avait un petit peu décroché et qu'on attendait en quelque sorte la conclusion pour en parler. Donc moi j'assume, effectivement. Et ça d'ailleurs je me permets de dire, c'est une des conséquences négatives de ce format de play-off. Ouais. C'est que comme on sait que tout va se jouer à la finale, bon bah à un moment donné ça ronronne un peu, tu vois ce que je veux dire? On se dit bon bah allez, on se retrouvera. Alors soit la saison régulière apparaît du coup trop longue et on a hâte d'être au play-off, et puis une fois que les play-offs commencent, on a hâte d'être en finale parce qu'on sait que ça y est, c'est là que tout va se jouer. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pernicieux comme système. Mais en tout cas, évidemment, on ne raterait pas une finale NASCAR quand même. Surtout que moi, je me permets de te dire, et je vais te poser la question aussi, que je préfère largement Phoenix à Homestead Miami, qui est un ovale classique, banal, dans un environnement, une banlieue de Miami qui est moche, hein, j'y suis passé une fois. Phoenix, c'est ce que j'ai dit dans mon Facebook Live, je ne sais pas si tu as vu que j'avais fait un Facebook Live. Oui, tu commences, bon, j'ai répondu à une question. On peut le mentionner, hein, LFB n'en parle pas, mais allez suivre la page Facebook de l'Afterlap, et LFB commence à faire des lives Facebook où il répond à vos questions, et on prévoit aussi d'en faire un ensemble d'ici la fin de l'année, donc on répondra à toutes vos questions. Bien sûr. Donc gardez bien vos questions, on vous annoncera tout ça, mais voilà, si vous voulez interagir avec nous directement, ce sera possible d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors je disais que l'environnement de Phoenix, je crois pas qu'il est extraordinaire. C'est un peu là aussi une sorte de zone un peu. C'est l'Arizona, c'est pas non plus. Mais c'est l'Arizona. Voilà, c'est pas New York. Voilà. Mais le circuit de Phoenix, il est génial. T'as vu quand il y a ces restarts et que tout le monde va couper à l'intérieur, et puis ce virage numéro 2, il est complètement inédit dans la saison. Hein. Ça va pas complètement à gauche. Moi, j'adore. Bon, donc j'ai préféré. Je sais pas si tu as un avis à exprimer sur ce Phoenix Raceway. Bon, on va pas se battre où il n'y a pas matière à débattre. C'est mieux que Miami, c'est clair. C'est clair et net. C'est un très beau circuit et très sympa, c'est sûr. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Alors, est-ce que tu avais un pilote de préférence pour aller chercher le titre avant la course? Là, moi, je te dis, je votais Elliott parce que je votais pour la jeunesse, je votais pour le porteur du numéro 9 qui est mon chiffre fétiche, et je votais pour effectivement la belle histoire du fils qui succède à son père. Mais tu as le droit de me dire que tu aurais préféré Denny Hamlin, par exemple. Alors, est-ce que c'était le cas? En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est... J'ai enlevé de ma tête les playoffs. J'ai regardé un peu les stats et je me dis, en termes de victoires, qui... à la force des victoires classiques, aurait pu mériter d'aller chercher le plus de victoires? C'est Hamlin qui avait le plus de victoires jusque-là, je crois qu'il en avait 7 de mémoire. 7 victoires, oui. Le plus, c'était 9 victoires cette saison, et c'était Kevin Harvick. Mais je me dis, Denny Hamlin, j'aime bien le gars, j'aime bien sa mentalité. On se rappelle, Martinsville avec Logano, la revanche, plein de choses comme ça. Je me dis, oui, Denny Hamlin m'a toujours impressionné, c'est un gars que j'aimais bien. Mais c'est vrai que chez Elliott, il avait il a 24 ans, hein, il a 24 berges, il peut encore faire 20 ans de carrière et
et aller chercher des titres. Hein. C'est peut-être le Hamilton de la NASCAR moderne, pour ceux qui ne suivent pas. Mais c'est vrai que voilà, il avait 4 succès cette année, donc il n'était pas le plus armé vraiment. Mais avec ce qui s'est passé à Martinsville et cette dernière course, il avait la baraka vraiment pour arriver avec le plus de certitude. Donc oui, j'avais pas de favori, mais j'aurais quand même effectivement été plus du côté de Denny Hamlin, mais l'histoire d'Elliott était tellement belle, comme tu dis, voilà, avec son père, etc. Là, je te laisse un peu plus évoquer, parce que c'est aussi ta passion un petit peu, donc voilà, je me dis que voilà. Puis Hendrick Motorsport, c'est aussi une bonne équipe, donc je me dis, il méritait. Bon, toi, t'as le chiffre numéro 9, qui était aussi un bel argument, mais voilà, mais surtout qu'il est arrivé, et il a quand même eu 2 pénalités avant la course, ça, faut pas l'oublier non plus, pour des problèmes de régularité. Donc on a essayé quand même de bien tout faire pour que tout le monde soit à égalité au niveau de la réglementation NASCAR. On a encore fait la Gestapo. Je sais que c'est pas un terme très sympa à utiliser, mais c'est un peu ça aussi les réglementations NASCAR, surtout depuis le début des playoffs. Il y a eu pas mal de pilotes qui se sont fait rappeler à l'ordre. Donc voilà, il a mené plus de la moitié de la course, je crois plus de 150 tours sur les 300. Donc, Oui. il était parfaitement capable d'aller la chercher sans trop se tracasser. Donc pour moi, il méritait de gagner, et sur cette course et sur la saison aussi, il méritait quasiment tous de gagner. Tu vois, même Keselowski, bon, qui n'est pas mon préféré. Non, mais Voilà. Voilà. des fois, tu as le sentiment que tout est un peu écrit, même si c'est Oui. pas le cas et que je ne veux pas le croire. Mais c'est vrai que là, si le meilleur scénariste ou le meilleur scénario, honnêtement, c'était le titre de Chase Elliott qui symbolise l'avenir, avec l'histoire, avec son père, avec un profil, voilà, qui réunit tout le monde. À la rigueur, je suis le premier à dire, pourtant Dieu sait qu'on a un respect immense, mais l'équipe Penske, parfois, on a envie de dire, allez, c'est bon, Ouais. vous êtes partout, présent partout aux autres. Donc moi, c'est vrai que Keselowski, qui a été champion il y a longtemps, super champion, bravo, bien sûr, super pilote. Mais c'est bon, Logano, il est encore jeune, et j'aurais envie de dire, t'as remarqué que j'ai pas cité Logano, hein. J'ai beaucoup de mal avec ouais. Voilà. Moi, je suis pas époustouflé par la personnalité de Logano. Bravo, oui, mais il me transporte pas. Moi, mes 2 pilotes à la rigueur préférés, j'ose te le dire, c'est Kyle Busch, ça je l'ai déjà dit, dont j'adore l'éclectisme, j'adore la soif de gagner, même si je veux croire que sa personnalité soit un peu clivante, mais en tout cas, bon, j'adore ce mec. Pas autant que son frère. Et puis j'adore, voilà, et j'adore Kevin Harvick. Que j'ai connu moi quand on a commencé à diffuser la NASCAR Busch sur Motors TV, que j'ai commenté ça pendant des années, je t'en ai commenté des dizaines et des dizaines des courses de NASCAR. Bon, Kevin Harvick, c'était un petit peu la référence. Il a 44 ans maintenant, c'est vrai, il est plus tout jeune, mais bon, c'est le mec super solide, c'est le super pro, et moi j'avoue que j'aime bien le personnage, ouais, effectivement. Bon, ils n'étaient pas concernés, donc moi je me suis rabattu sur Chase Elliott, j'avoue, qui réunissait tous les critères. Alors il y a quand même 2 choses que je voudrais te dire, et tu vas me donner ton avis. Je suis toujours un peu embêté par ce format de finale où c'est celui qui sera le mieux classé qui sera champion. Ça m'a toujours semblé être un petit peu délicat, on va dire, comme règlement, parce que soit j'imagine qu'un jour, ils seront tous éliminés au premier virage à la suite d'un carambolage qui arrivera et que donc le mec sera champion alors qu'il aura été classé 36e d'une course. Bon, ça sera toujours un peu bizarre. Et que sa voiture a glissé plus loin que celle des autres pour avoir fait plus de voilà, distance. Hein, ça. Fait ça, ouais. Mais en fait, mon scénario catastrophe, on s'aperçoit qu'il n'existe jamais, qu'il n'existera jamais, puisque effectivement on tombe dans un autre travers, je trouve, à savoir qu'effectivement, je ne peux pas croire qu'on ne briefe pas tout le monde ou que tout le monde ne se mette pas dans un état d'esprit où on les laisse au contraire dans leur course. Et en fait, on a une fausse course où on a les 4 premiers qui sont globalement aux 4 premières places. Enfin, tu t'aperçois que c'est globalement toujours le cas. Passé, alors évidemment, ouais. En fonction des arrêts au stand, ça évolue un petit peu, mais globalement c'est ça. Les 4 premiers, vous faites votre course et puis derrière, on voit qui gagne. Et moi, ça m'embête un peu parce que du coup, c'est quand même un peu biaisé le spectacle. T'as un avis là-dessus? Mais moi, ça a commencé avec les drapeaux jaunes de régularité en début de course et tout ça. Quand ils ont commencé avec ce délire-là il y a quelques années, j'étais pas trop fan. Moi, tu parlais des pilotes que tu aimais beaucoup. Moi, j'ai bien aimé Martin Truex Jr. que j'ai suivi l'année où il a été champion. C'est là que j'ai pris la NASCAR il y a quelques années. Et j'ai commencé à le suivre et j'aimais beaucoup ce gars-là. Puis j'ai suivi un peu son évolution. Et ils ont commencé à refaire des règles où c'était des comptes d'apothicaire pour comprendre qui doit se mettre où, et ça devient même plus du sport auto, quoi. C'est un peu comme... Alors, je reviens toujours à l'européenne ou au mondial avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est comme la Formule 1, le fait de devoir économiser pour aller au bout avec la quantité de carburant. Ça aussi, c'était le genre de choses que j'ai eu du mal de comprendre. Un pilote, ça doit aller à fond du début à la fin, du drapeau vert au drapeau à damier. En passant par le drapeau blanc, bien évidemment. Mais c'est vrai que la manière de faire en NASCAR depuis quelques saisons, moi, m'a perdu aussi parce que c'est tellement de règles où, voilà, t'as ton jaune de régularité, de pénalité, etc.
Waouh, il y a Les beaucoup segments. les segments, voilà, j'ai envie de dire, enfin moi ça m'hallucine presque, c'est casser toute la stratégie, casser la chance, casser l'aléatoire qui fait justement, un peu comme la VSC d'Hamilton, fait qu'un pilote va avoir de la chance à un moment donné, que certains vont se retrouver devant ou derrière. Donc voilà, ils ont tellement voulu modeler le championnat, c'est bien comme c'est, mais moi ça m'attire pas. Et c'est ça le problème. Hmm. Et le côté du chase, c'est bien ce côté de playoff, ça peut être bien fait, mais j'ai l'impression que dans les fondamentaux de ce sont les playoffs, ça marche bien au football. Oui, ça met du temps, c'est venu des Pays-Bas à la base, hein, cette idée de playoff en football. Ça s'est transformé en sport auto. Moi, le système que j'aimais beaucoup, c'était un peu le système du rallycross finalement, avec des grandes, des demi-finales, etc. Faire un genre d'arbre, ça peut fonctionner, ça marche dans plein de disciplines américaines. Les fameux trucks, là, les énormes pick-up qui font du saut, j'ai oublié, c'est un genre de truck series aussi, mais c'est pas de la NASCAR, c'est Oui, mieux super truck, je crois. super truck, c'est ça, merci LFB, c'est ça. Hmm. Donc voilà, ça peut fonctionner dans certaines disciplines, mais ça peut pas fonctionner partout. Hmm. Là, pour moi, faut changer la donne. Après, ça marche toujours bien, ça fait de l'audience aux États-Unis. Ce que je vais dire est très difficile, mais tous les Américains arrivent à suivre, alors que pourtant la NASCAR c'est fait pour tous les Américains et c'est pas forcément le sport qui a la meilleure réputation aux États-Unis en termes de réflexion, Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense que tout le monde l'a voilà. compris. Sans dénigrer au contraire, parce que c'est une discipline que j'aime bien. Mais c'est vrai que voilà, pour le grand public, il y a ce côté un petit peu, ah, il tourne en rond, c'est machin. Alors qu'en fait, non, c'est Hmm. tellement régulé, tellement complexe. Il y a de quoi se perdre. Et la preuve, c'est que bah, moi, je m'y suis perdu depuis quelques années. Et j'aimerais bien qu'ils soient un peu Ouais. plus laxistes sur ce genre de règles pour ramener un peu les extras américains, même si c'est pas ce qui fait leur audience, bien sûr, c'est certain. Bon, en tout cas, Elliott, roi du chase. Ah, elle Ah était oui, facile, mais on était obligé de le faire. Mais c'est vrai que ça tombe bien. En tout cas, j'ai été surpris, moi, par le déroulé alors limpide de la course. Je vais pas dire oui. qu'on s'est ennuyé, mais enfin, Oh si, il y si, a eu deux c'était drapeaux jaunes. pas... Ouais, Oh, c'était pas terrible quand même, hein. Pardon, c'était un beau voilà. circuit, mais il y a quand même eu du... Voilà. Ouais, alors ça a été pur, on va dire. Là, Oui. au moins, il n'y a pas eu de. Voilà, Elliott a mené, il a tenu bon jusqu'au bout. Mais enfin, c'est vrai qu'il y aurait eu un petit drapeau jaune dans les 15 derniers tours. Bon, c'est sûr que Ah ouais. ça nous faisait un peu plus vibrer. Hein. Mais en tout cas, bon, je crois qu'il n'y a rien à lui reprocher. Au bout du compte, comme je te disais, c'est la meilleure des histoires possibles. Donc ça va faire un bien fou à la NASCAR, ça c'est sûr, j'en suis intimement persuadé. Et puis bah, on a un petit gars là qui a tout pour être le nouveau junior. Hein, tu sais que quand je te dis junior, tu sais de qui je parle? Je parle de Dale Earnhardt Junior. Bien sûr. Aux États-unis, personne ne l'appelait Dale Earnhardt Junior. Tout le monde disait junior. Tout le monde savait que c'était junior. C'était Dale Earnhardt Junior. Bon ben voilà, le gars, le petit gars qui est l'enfant de la NASCAR, on va dire, et qui rassemble à la fois les nostalgiques du père et donc les anciens et les nouveaux qui s'identifient à un jeu de pilote. Bon, ben, je crois que chez Elliott, c'est exactement le même C'est profil. ça. Hein. Bill Elliott n'était pas une idole absolue, mais c'était un C'est gars un qui nom était quand même. super apprécié et Attends, oui, super oui, aimé. oui, 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 clairement. Voilà. Donc c'était pas Richard Petty, c'était pas Dale Earnhardt, c'est ça que je veux dire, mais c'était le pilote le plus aimé de la NASCAR. Donc son fils, c'est évident, va récupérer cette notoriété et il va rassembler toutes les générations. Donc voilà, là on est parti pour avoir une très belle story dans les années à venir et bravo à Chase Elliott. Et donc cette NASCAR termine bien cette année, ça c'est Et sûr. ça me rappelle un Ouais. petit peu le cas, les débuts. Alors, je suis une chaîne YouTube, je vous mettrai l'image en dessous, excuse-moi LFB, mais je fais une petite parenthèse. Non, je t'en Une prie. chaîne YouTube d'un passionné de NASCAR qui cherche les origines de certains circuits, qui raconte l'histoire de tout ce qui s'est passé, les plus grandes cups, les plus grandes batailles, les guerres de pneus, etc. Il y a plein de sujets super intéressants et ce gars-là fait l'histoire, etc. Des générations, des générations, etc. Donc vraiment, c'est une super chaîne YouTube dédiée à la NASCAR et il a parlé justement du fait de récupérer les numéros, du symbole, etc. Et ce que fait Chase, ce qu'a fait par exemple au début de sa carrière en créant une nouvelle idole, il y avait le 43 forcément qui était un numéro Oui. connu, il y a eu le numéro 3 de Dale Earnhardt, etc., etc., etc. Mais le 24 a été créé par Jeff Gordon et il a été repris ensuite par Larson. Et il y a aussi des arbres qui sont faits avec, tiens, tel pilote a eu ce numéro-là, etc. Et c'est ultra complexe, c'est du casse-tête au possible. Ah ouais, Mais c'est c'est pas vrai mal. que, voilà, c'est vraiment très intéressant et je pense que Chase aussi est passé par là. Donc voilà, il y a un petit peu c'est un peu bon, c'est un petit peu comme du jeu de tarot, quoi. Mais c'est très intéressant. Donc je vous mettrai ça aussi juste en image ici en dessous. Je ferai un insert avec le nom de la chaîne. Comme ça, vous pourrez aller voir aussi ce qui se fait là-bas. Mais voilà, c'est Bon. vrai que la génération se passe et l'arrivée d'un nouveau champion, c'est très bien. Et c'est le départ d'un autre parce qu'il y en a un qui part aussi dans une autre discipline. C'est Jimmy Johnson qui a tiré sa révérence, qui termine la course, je crois, très loin. Je crois qu'il était 17-18e. Enfin, il était assez Mais il n'a loin. pas terminé cinquième? Ah non, Mais 5e de la non. course, pardon, mais 18e du championnat. Je crois qu'il était très loin. J'ai Ah inversé oui, les oui, histoires. voilà. Non, non, 5e de D'accord, la oui, course, mais tout à fait. 18e au Ah. général. Voilà, Hmm. sorti par la petite porte pour Jimmy Johnson, qui a quand même été un gars qui a ramassé quand même beaucoup dans la discipline avant de partir. Oui. Mais alors, au passage, allez, on conclut là-dessus.
l'année prochaine en IndyCar, tu as vu, il va y avoir un conflit de génération hallucinant. Puisque les petits jeunes sont toujours là, les Alex Palou, les Colton Herta, les Rinus Viquet, on va dire, voilà, Battle War, tout ça, bon, ok. Mais tu vas avoir en face Scott Dixon, 40 ans, 6 fois champion, Jimmy Johnson qui le rejoint, et Castroneves, dont on a appris aussi cette semaine que ça y est, il avait trouvé un volant un peu partiel, mais quand même, on va le voir en IndyCar. Puis je rajoute des glorieux anciens comme Ryan Hunter qui est toujours là. Et puis, Simon est pas tout jeune. Simon et Sébastien sont pas tout jeunes. Hein. Désolé pour eux, énorme respect. Mais... ils font pas. Donc c'est fou là. J'ai l'impression qu'il va y avoir les jeunes et les vieux, si j'ose dire, de manière amicale, bien évidemment, et qu'il va y avoir une génération au milieu là qui sera pas complètement représentée. Non, mais ça va être malade l'IndyCar l'année prochaine. Moi, je vais pas manquer une course, sache-le. Hein. Ça va être dingue. C'est ça. Tout à fait. On est d'accord. Bon, tout comme tu vas pas manquer la dernière partie de l'émission, mon cher Maxime, parce qu'allez, on enchaîne. Le temps nous est compté aussi. Donc on va passer le drapeau à Damier et on va entamer la partie checkered. À tout de suite. Le tout de suite, il est maintenant. Voilà, on enchaîne avec la dernière partie où traditionnellement on fait un petit round-up, un petit panorama du sport auto international. Donc on va se focaliser sur trois disciplines aujourd'hui, Maxime. Tu vois, on va même pas parler du WEC, donc c'est la finale à Bahreïn. Bon, c'est un peu une dernière manche un peu symbole. Bonsoir, il y a plus que... Salut Réveillon, merci Toyota, l'année prochaine. Voilà. Merci United, merci Aston. Voilà, c'est fait. C'était la page WEC. On va pas parler de Sebring, même s'il y aurait de quoi, mais on peut pas tout faire. Voilà. Donc on va parler DTM, on va parler TCR, et on va parler Supercars, parce que ça c'est mon petit dada, vous le savez. Alors, le DTM, conclusion, en même temps que la NASCAR, c'était le dernier week-end. Moi, je suis content que René Rast soit champion parce que j'aime beaucoup ce pilote, on en a déjà parlé. On peut quand même rendre hommage à Nico Müller, le pilote suisse, qui est un peu sorti de nulle part, a été le titillé cette année. Enfin, sorti de nulle part, je ne veux pas dire que Nico Müller, on ne le connaissait pas, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi valeureux cette année. Voilà. Donc bravo Nico Müller. Bah oui, comme dans toute belle histoire, faut une opposition, faut une bataille, et donc Nico a symbolisé cette opposition à René Rast. Mais au bout du compte, c'est encore René Rast qui gagne et qui donc s'offre un 3e titre en 4 ans en DTM et qui est en train, mine de rien, en tout cas, qui était en train de réécrire l'histoire du DTM. Au niveau des statistiques, il est en mode pour aller chercher Klaus Ludwig ou Bernd Schneider. Donc au bout du compte, moi je suis content parce que j'aime beaucoup ce pilote. Est-ce que tu as un avis éventuellement à me donner René Rast, champion de la Coupe Audi, quoi. Voilà, ça c'est un peu l'idée. C'est ça qui est triste, c'est que quand une marque a la moitié du peloton, pour pas dire les 3/4 en main, c'est plus facile de faire ses statistiques et de faire son champion. Ça n'enlève en rien le titre de René Rast qui a été mené quand même très, très vaillamment et mérité, je n'enlève rien à lui. 3 titres, bravo à lui. C'est vrai que comme tu dis, il rejoint des gars comme Klaus Ludwig ou Bernd Schneider et même d'autres qui ont marqué la discipline. Maintenant, le DTM est-il encore ce qu'il était il y a 10 ans et il y a 20 ans? Parce que bon, il meurt tous les 10 ans le DTM. Il meurt fin des années 90 et fin des années 2000. C'est souvent un peu la maladie. Il meurt fin des années 2010, on va dire ça, cette année. Bon, il faut se réinventer. Chaque fois, le DTM croule. Ça n'enlève pas à ceux qui ont été champions les dernières années de grands titres. Moi, je me rappelle de Ravalia qui gagne en 92 la dernière année avec la M3. La dernière course, il avait gagné la première en 88. Donc voilà, c'est toujours des cycles le DTM avec de nouvelles réglementations. Forcément, on tombe dans l'électrique. René Rast, cette année, a bien géré, pour répondre à ta question, sa saison. Il n'a pas été gêné par les BMW parce que derrière, il n'y avait juste pas match et BMW était à la ramasse cette année. N'en déplaise qu'ils avaient des pilotes, des champions quand même au sein des pilotes alignés. Il y avait des Whitman et même des gars comme Timo Glock, etc., qui sont de très bons pilotes. Où là, René Rast a vraiment été le meilleur des Audi. Voilà. Mais parce qu'il n'y avait pas match avec BMW. Donc c'est pas le déforcer ou le juger négativement, au contraire. Donc il a bien géré ça. Müller a aussi fait une très belle saison, comme tu l'as dit. Alors c'est pas un inconnu, il a fait pas mal de GT, du tourisme aussi un petit peu moins connu. Mais voilà, ça fait partie des gars qui fonctionnent beaucoup en Allemagne, qu'on n'a pas beaucoup vu en avant en Europe ou en mondial avec des courses de GT, le championnat d'Allemagne de GT. Voilà, c'est des pilotes qui évoluent beaucoup dans ce coin-là, en partie germanique de l'Europe. Mais bravo à René Rast, un beau titre, une belle saison. Mené, comme tu l'as dit, parfaitement. Bon, pour moi, c'était pas vraiment un duel avec Müller parce que pour moi, c'est un peu Hamilton Bottas, tu vois, il suit, mais l'écart est pas si énorme que ça. Il était pas aussi dangereux pour moi. René Rast a tellement l'expérience,
je sais pas, il a la fiabilité en lui, je sais pas comment dire ça, mais voilà, il est Ouais, difficilement ouais, ouais. détrônable, René. C'est ce qui fait aussi qu'on l'aime. Et puis il est super sympa, c'est un gars très sympa, très ouvert. Donc voilà, bravo à lui, très, très beau champion qui est René Ouais. Rast. Saison un petit Bon, peu bah triste, écoute, j'ai pas oui. grand chose à te dire, je t'avoue, parce que voilà, Oui, oui. KTM, Non, non, c'est mais. un peu insipide. J'ai Allez. même regardé Francorchamps avec un œil parce que Hmm. voilà, il y a eu deux Non, non, courses à mais écoute. Zolder, c'est pas non plus la folie. Voilà, c'était beau à voir, mais intéressant peut-être un petit peu moins. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, non, non, mais moi, bon, je pourrais nuancer. J'ai trouvé quand même que Nico Miller c'était plus fort que Bottas par rapport à Hamilton. Bon, voilà, mais D'accord. écoute, ça change pas grand-chose à ce que tu viens de dire. On va enchaîner par TCR. Alors là, moi, Oui. je vais te donner la parole, Maxime, parce que moi, j'ai pas bien suivi. Là, c'est quoi? C'est le TCR Europe qui vient de se terminer? Alors, plusieurs choses avec le TCR Europe. Déjà, on a un champion de Belgique de tourisme, puisqu'on a appris que Nicolas Barth remportait le championnat du TCR Benelux qui n'a pas eu lieu. Donc, on lui a donné un D'accord. trophée, clairement. Donc, ça, c'est la Belgique dans toute sa splendeur. Tu vois, on lui a dit au fait, tiens, voilà, t'es champion. Pff, aucune info à ce niveau-là. Ça, c'était pour la petite histoire. D'accord. Mais, dans le cadre du championnat européen, il y avait le championnat de Belgique. Me demande pas, je sais pas. Même moi, même eux ne savent pas. Ils ont eu le trophée par la poste et Ouais. ils ont signé, ils ont dit merci. Saison en Europe qui s'est conclue à Jarama, en Espagne, un super circuit pour du tourisme. C'est pas trop grand, Hum, c'est un peu vallonné. Il y a vraiment des belles bagarres. C'est un mini Portimao. Moi, j'appelle ça un peu Jarama. C'est vraiment très sympa. hum. Plusieurs pilotes pouvaient être titrés, donc on avait Bellani Filippi, Nicolas Barth, Mike Alder et Daniel Lloyd sur la Honda. Deux très belles courses. La première a été remportée par un certain Mikel Ascona, alors le pilote espagnol qu'on connaît bien. Il roulait l'année dernière chez PWR avec des Seat privés. Cette année, il est pilote Seat usine officielle encore une fois, hein, pas dans une structure privée, mais bien pour Seat Sport. Il a gagné la première course, donc il était super content à la maison. Tu imagines, en plus avec la nouvelle voiture, c'était parfait pour vendre des voitures. La deuxième course a été remportée par un Français, John Philippi, qui s'est imposé. Donc là aussi, très belle victoire pour lui. La première en TCR Europe, donc vraiment cool pour lui. Ça a été une saison difficile pour les Français parce que entre Brichet, Comte, etc., il y a eu pas mal de changements. Il y a eu la perte de DG Sport, Peugeot. Il y a eu ça s'est beaucoup essoufflé au niveau des Français en TCR Europe, donc bravo à lui, c'est le mieux classé. Du coup, le champion n'est aucun de ceux-là, mais bien Mehdi Benani, qui est le pilote marocain qui roulait à l'époque chez Citroën, avec plus ou moins de réussite à son époque. On se rappelle qu'il avait mis dans le mur un certain Tom Coronel à Marrakech il y a quelques années en WTCR et que ça avait fait grande polémique. Il s'était excusé. Ça ne l'avait pas empêché de recommencer 10 minutes plus tard, de le remettre les autres dans le mur. Bon, Mehdi Bellani, c'est un pilote qui a été aussi très très bon en TCR Europe et qui aujourd'hui a mérité ce titre avec donc 285 points. Il passe juste devant John Philippi. Nicolas Barth qui est champion rookie, donc il est vainqueur des indépendants si tu veux, avec ses 236 points et 244 au classement général. Faudra m'expliquer la différence, mais bref, en tout cas le pilote belge est troisième du général, donc bravo à lui. Mike Alder qui aurait pu lui aussi faire une belle saison. On se rappelle que dans son équipe, il y avait Madame Alder qui a gagné une course à Zolder, j'ai oublié son prénom, Jessica je crois. Qui avait gagné une course en D'accord. début de saison, donc c'était une très bonne saison aussi pour les Hyundai de cette équipe-là. Daniel Lloyd qui était le favori, en tout cas pour moi qui était le pilote qui avait un peu plus de bagou et qui était Hum. l'opposant des voitures de Come To You des Audi, qui lui a manqué un peu de développement au fil de la saison, un peu de chance aussi, pas mal de problèmes mécaniques pour une voiture qui était peut-être moins bien préparée et qui termine 5ème du championnat avec 214 points. Donc deux vainqueurs très intéressants, Ascona qui gagne à la maison, Philippi ça lui fera du bien peut-être pour l'année prochaine, et un championnat TCR Europe qui gagne un petit peu sa place aussi dans les championnats important. On commence à avoir de plus en plus de voitures, de plus en plus de petites équipes. On sait que pour l'année prochaine, on attend Fiat. Il y a une Fiat Tipo qui a roulé lors de la manche du Mugello hors championnat. On parle de Renault qui pourrait venir aussi avec des Mégane qui sont pour l'instant en train d'évoluer en TCR un peu en Allemagne et un peu en Italie, mais c'est très très léger. Donc voilà, un championnat qui a fait une très belle saison malgré la difficulté qu'ils avaient à suivre avec le Covid. Beaucoup du championnat du monde s'est greffé au championnat d'Europe pour des raisons de Covid aussi. Donc le WTCR s'est vu limité à l'Europe. On n'est pas parti en Asie comme les années précédentes. On est allé à Ningbo, Macao, etc. Tout ça n'a pas eu lieu. Il y a encore une manche de TCR mondial qui va avoir lieu. Donc on n'a pas encore les champions à ce niveau-là. Même si le TCR Europe a fini sa saison, ça a été très agréable à suivre. Pour rappel, tout est disponible aussi gratuitement sur YouTube. Commenté en anglais, mais si vous voulez suivre le TCR Europe, c'est très facile. Donc c'est une discipline sympa. Une vingtaine de voitures en piste, beaucoup de pilotes français, donc si vous aimez suivre vos compatriotes, faites-le. Moi je le fais pour les Belges et je l'assume, donc voilà. Donc vraiment une belle discipline et une belle saison conclue en TCR Europe. Bravo à Mehdi Benali.
Voilà. Tu sais que dans une autre vie, j'espère me réincarner en journaliste de sport automobile anglais, hein, parce que toutes les disciplines du monde font appel à des commentateurs anglais, super, tant mieux pour eux. Mais il y a des commentateurs français qui sont là et qui aimeraient bien faire aussi ça, et parce qu'ils sont pas anglais, ils peuvent pas. Bon, fin de la parenthèse. Je te rejoins puisque le service public belge avait discuté à l'époque du TCR Europe qui est diffusé sur la plateforme digitale, numérique de la RTBF en son naturel. Donc vous avez les courses sans commentaire. C'est ça. J'ai même proposé de le faire gratos, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons logistiques, pas manque de volonté de la rédaction. Hein. Je salue mes patrons, je ne veux pas de problème. Mais voilà, ça s'est pas fait. Mais c'est vrai qu'en Belgique, on pouvait le suivre aussi sur Ovio. En France, je sais que c'est plus compliqué parce que c'est pas des disciplines forcément mises en avant. Il y a beaucoup de droits aussi qui reviennent soit au groupe Eurosport TF1, soit sur des chaînes plus privées où c'est un peu plus difficile d'avoir le TCR diffusé. Donc voilà, je sais que c'est pas une discipline qui est assez mise en avant, mais surtout en anglais. Aujourd'hui, on trouve quasiment tout. Et en grande partie sur YouTube. Donc j'espère que ton message sera entendu autant pour toi que pour moi, mon cher élève. Voilà, on est d'accord. Allez, je vais terminer par deux news du Supercar, si tu veux bien, parce que je sais qu'aussi vous appréciez le fait que je sois en live ou presque avec l'Australie, que je suis ça à fond. Écoute, cette semaine, il y a que deux news importantes qui sont tombées. Il y a d'abord, tu le sais, le départ de Penske, de cette entité qui s'appelait DJR Team Penske, donc maintenant ça sera Johnson Racing, DJR. Alors on a quand même appris que Penske n'était plus propriétaire ou actionnaire majoritaire, mais qu'ils allaient rester dans les coulisses pour l'exploitation. Donc c'est une façon de dire que au niveau un peu administratif et financier, Penske n'est plus impliqué en Australie au niveau du Supercars, mais que dans l'usine de DJR, il doit rester 2-3 ingénieurs Penske ou un peu de matériel Penske. Bon voilà, écoute, bonne nouvelle en soi. Rassurer. Oui, voilà. Mais on sentait que c'est un peu en mode on rassure, parce que évidemment, comme tout le monde, on craint que l'équipe redescende un peu de son piédestal. Autre bonne nouvelle là concernant, et ça c'était important, le fait que Ludo Lacroix va rester. Oui. Donc c'est le directeur technique. Tu sais qu'en Australie, il est considéré comme un gourou, c'est son surnom officiel, il y en a deux, il y a le génie et le gourou. Bon, ça veut bien dire qu'il a cette image de l'ingénieur star qui peut faire gagner des pilotes par son savoir et sa façon de régler les voitures ou de voir la stratégie en course. Donc Ludo Lacroix a confirmé qu'il allait rester chez DJR, donc ça c'est forcément une bonne nouvelle pour l'équipe. Oui, c'est sûr, ça va être un élément de stabilité important. Sinon, en Australie, la grande nouvelle qui divise complètement la communauté, c'est donc l'annonce qu'on ne démarrera pas la saison par Adélaïde, mais qu'Adélaïde est en fait écarté du calendrier. On n'ira pas à Adélaïde, le fameux Adélaïde 500 ne fait plus partie du calendrier Supercars. La raison officielle, c'est une raison politique. Le gouvernement de l'État d'Australie du Sud, qui s'appelle l'Australie méridionale en bon français, mais South Australia en version originale, et qu'on dit souvent Australie du Sud, mais c'est une petite erreur en français, mais bref. Le gouvernement donc s'est justifié en disant qu'avec la crise économique et le Covid, on ne peut plus tout dépenser comme avant, et donc l'Adélaïde 500 est sacrifié au nom de la raison économique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tant une raison sanitaire finalement, c'est une raison de ressources et d'allocation de moyens. Bon, alors l'opposition en Australie méridionale, car tu sais, il y a toujours un parti au pouvoir, il y a toujours un parti en opposition. C'est un peu à l'américaine, il n'y a pas un éventail de dingue au niveau des partis. Donc le parti travailliste d'Australie méridionale s'est déjà positionné, évidemment, c'est un jeu politique, on peut l'imaginer, pour dire, mais nous, quand on reviendra au pouvoir, on remettra évidemment l'Adélaïde 500 tout de suite en mode priorité absolue. Bon. Et c'est la première priorité d'un gouvernement en Australie, ils ont une vie plutôt calme. Parce que le premier argument d'un parti ou d'une idéologie politique, c'est les gars, on remet l'Adélaïde 500. Voilà. Moi, je vais pas dire que je vote pour eux les yeux fermés, parce que c'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même un bel argument politique. Voilà, c'est ça. Donc globalement, toute la communauté du Supercar est affligée de cette décision politique parce que tout le monde voulait son Adélaïde comme chaque année. C'est vrai que c'est un rendez-vous génial au niveau du tracé, du circuit, même de l'état d'Australie méridionale. C'est vrai que c'est vraiment super, quoi. Donc tout le monde a un peu tendance à embrayer en disant allons de l'autre côté, effectivement, politiquement parlant. Sauf que les élections, mon cher Maxime, et je terminerai par là, elles n'ont lieu qu'en 2022. Donc quoi qu'il arrive, on semble se diriger vers une période où il n'y aurait pas d'Adélaïde en 2021 et en 2022. Au mieux, si effectivement le Parti travailliste gagne, ou si les finances sont un peu plus équilibrées, on reviendrait qu'en 2023. Donc effectivement, c'est un petit peu un tremblement de terre en Supercars quand même, que le fait que
Adélaïde soit axée, c'est le terme anglais. Adélaïde, to be axed, A-X-E-D, donc a été écartée du calendrier. Donc c'est ça qui défraie un petit peu la chronique. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de solution. En 2021, il n'y aura pas d'Adélaïde 500 à Adélaïde, donc en supercars. Et ça, mine de rien, c'est vrai que c'est une petite révolution dans ce championnat, puisque ça faisait vraiment partie du décor. Bon, voilà. Moi, j'ai tout dit. Toi aussi ? Je pense. Petit mot tout de même, très bref, parce que j'aime bien en rajouter un one more thing. Oui. Le championnat du monde F1 eSport Series a débuté depuis le mois de septembre. Il y a encore la deuxième moitié du championnat. Pour l'instant, c'est le néerlandais Jarno Meer qui est en tête. Et c'est un gros duel entre Red Bull et Alfa Romeo. Vous pouvez suivre tout ça sur Ovio, le site de la RTBF, commenté en français par moi-même. Donc voilà, suivez-moi sur Twitter. Vous allez avoir toutes les infos aussi sur Facebook. Voilà, c'est la petite actu e-sportive, parce qu'on avait commencé, mon cher LFB, à l'époque, cette émission Green White Checkered avec principalement de l'e-sport. Donc on continue à vous tenir informé de ça aussi. Voilà. Et j'espère bien que cet hiver, tous les promoteurs se diront, ouais, ça a bien marché le e-sport, donc essayons de remettre ça durant l'hiver pour meubler un petit peu en attendant que les vrais sports reprennent. Moi, je serais assez favorable. Bon, allez Maxime, Green White Checkered, c'est notre rendez-vous, c'est notre talk du sport auto, soit sur la chaîne Maxwell Pilote en première diffusion, soit sur la chaîne YouTube de l'Afterlap. Cette semaine, c'est l'Afterlap, mais évidemment qu'on peut retrouver ça sur la playlist de ton côté. Je te donne d'ores et déjà rendez-vous théoriquement dans 15 jours, mais on sait qu'on s'offre la liberté de réagir s'il y avait vraiment une grosse actu ou un gros fait qui fait qu'on se retrouverait. Mais a priori, on se retrouve dans 15 jours. Et puis, écoute, je te souhaite de passer de bons week-ends d'ici là, mon cher Maxime, et de te porter bien, surtout au niveau santé. C'est, je crois, le plus important. Ouais, en ce moment, on ne le dira jamais assez. Merci LFB. En tout cas, toujours un plaisir de te parler. On a bien débattu ce week-end. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. On parlera notamment du Grand Prix de Turquie, parce que j'ai hâte de voir quand même ces voitures passer ce fameux turn 8. Bien d'autres choses aussi vont avoir lieu d'ici là, donc rendez-vous dans 2 semaines. Ne manquez pas le prochain épisode. Je pense qu'on continuera en cette fin de saison à conclure pas mal de beaux championnats qui ont lieu à travers le monde. Donc merci à vous pour votre attention et votre fidélité. C'est important de le rappeler. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Salut à tous.